Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que votre semaine se passe bien, que tout va bien dans vos vies. Et pour ceux pour qui ça ne va moins bien, eh bien j'espère que ces vidéos vous aident à retrouver le moral, à penser à autre chose parce que c'est important aussi. Petite dédicace aussi à des gens que je croise et n'hésitez pas à venir me voir si vous me croisez en ville, c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous. À Hugo et Shems, je leur fais des gros bisous et des gros coucous parce que c'est vraiment des rencontres sympathiques. Et j'en fais vraiment tout le temps des rencontres sympathiques. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Ça fait partie aussi de cette chaîne, échanger avec vous entre supporters. Voilà, n'oubliez jamais, je suis comme vous, nous sommes comme vous, des simples supporters de l'Olympique Lyonnais qui créons du contenu. Autre chose aussi, vous pouvez toujours gagner le maillot Third de l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est à gagner jusqu'à dimanche soir. On fera le tirage au sort dans le débrief pour participer. C'est simple, être abonné à la chaîne et mettre un commentaire sur la publication où j'ai mis voilà, le maillot, je suis avec ma belle chemise, etc. Voilà, bonne chance à vous tous. Vous êtes plus de 500 à avoir participé désormais. Donc ça, c'est très cool. Allez, petite vidéo, vous l'avez vu dans le titre. C'est un titre un petit peu accrocheur, mais vrai, puisque Vincent Ponceau, directeur du football, le très discret Vincent Ponceau, a mis une sacrée pression sur Peter Bosz dans une interview croisée à qui il a donné à Olympique et Lyonnais et au journal Le Progrès, le quotidien le quotidien régional de Lyon et de ses alentours, Le Progrès. Donc c'était une interview croisée. Vincent Ponceau qu'on ne voit pas beaucoup et qu'on entend peu, puisqu'il le dit lui-même, il n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup dans les médias, il n'aime pas trop se montrer. On le voit un petit peu plus lors des présentations des joueurs, des conférences de presse avec Bruno Chiroux et Jean-Michel Aulas. Il a un poste hyper important, stratégique, directeur du football, c'est-à-dire qu'il s'occupe de toutes les branches football de l'Olympique Lyonnais, que ce soit les branches féminines, etc. C'est je dirais, ça c'est quelque chose d'assez particulier, puis on demande qu'est-ce que c'est un directeur du football au final. Moi, je pense que c'est le lien entre le board et le sportif. C'est le lien entre le board et le directeur sportif. Donc, c'est la personne la plus importante au club derrière Jean-Michel Aulas pour moi, puisque c'est lui qui a les manettes, c'est lui qui coordonne tout le sportif. Et donc, c'est un poste évidemment hyper stratégique. C'est, on va dire, le bras droit de Jean-Michel Aulas depuis 12 ans. Il a fait ses preuves, Vincent Ponceau, il est surtout extrêmement décrié. Il a été décrié à tort ou à raison, vous savez, j'aime bien cette expression, mais c'est le cas, à tort ou à raison. Moi, j'ai trouvé que toutes ces dernières interventions dans les conférences de presse étaient pertinentes, étaient surtout honnêtes. Et c'est ce que j'ai retenu un petit peu des interventions de Bruno Chiroux et de Vincent Ponceau dans les dernières conférences de presse. Ce sont des propos très honnêtes, très vrai, je pense qu'ils ne mentent pas. Alors bien sûr, Antoine des Éditos n'est pas forcément d'accord avec moi. Vous avez le droit aussi de ne pas être d'accord avec moi. Mais en tout cas, cette interview que j'ai ici, eh bien moi je l'ai trouvée très bonne. Je l'ai trouvée très intéressante. Je l'ai trouvée à cœur ouvert, Vincent Ponceau. Alors mon père, qui lui aussi suit l'actualité de l'OL, il me dit moi j'ai trouvé qu'il n'avait rien dit de spécial. Eh bien moi, au contraire, j'ai trouvé qu'il avait été très transparent sur les derniers mois de l'Olympique Lyonnais. On va revenir un petit peu en détail puisque il met quand même très clairement la pression sur Peter Bosz. Et quand un personnage comme ça intervient si tôt dans la saison, c'est qu'il y a un petit peu péril en la demeure, de défaites de suite contre Lorient et Monaco. Et la maison OL est en train un petit peu s'embraser. Ça vient un petit peu après la communication de Jean-Michel Aulas sur Twitter, après la défaite contre Monaco. Et quand les pontes de l'Olympique Lyonnais sont en première ligne, c'est jamais bon. Alors que dit Vincent Ponceau dans cette interview? Il dit déjà le cycle de 3 ans, parce que maintenant, voilà, ce sont des cycles à l'Olympique Lyonnais et ils durent 3 ans. On pensait que l'amour durait 3 ans. Eh bien là, c'est les cycles à l'Olympique Lyonnais qui durent 3 ans. Il dit le cycle de 3 ans n'a pas été bon. Il est très clair avec ça. Il dit il y a eu des mauvais résultats et un mauvais état d'esprit affiché.
Et là où il y a une petite nouveauté, les amis, et ça nous donne raison, c'est il dit les supporters se sont fortement plaints, et à juste titre. Il le dit 2 fois dans l'interview, et ça, c'est une nouveauté. C'est-à-dire qu'il donne raison à la grogne des supporters, aux commentaires que nous faisons sur cette chaîne, notamment quand nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il se passe, avec nos coups de gueule. Eh bien, voilà, Vincent Ponceau, directeur du football, dit, en gros, vous avez raison d'être énervé et de critiquer notre équipe parce que nous n'avons pas été bons et nous n'avons pas eu le bon état d'esprit. C'est pour ça que l'OL a décidé de réouvrir l'équipe sur l'extérieur, c'est-à-dire notamment ouvrir les entraînements au public, certains entraînements au public, faire plus d'opérations de communication. Là, j'ai vu que l'émission de Barthes était au bar Le République, tout ça pour un petit peu fédérer cette communauté de fans qui est extrêmement nombreuse autour de son équipe. Et il dit, franchement, le Covid, évidemment, ça a eu comme effet de replier le club sur soi-même. Il le reconnaît très fortement et moi, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant qu'il le dise. Il dit qu'il fallait changer l'environnement et c'est ce qu'on a appelé l'ADN lyonnais. Ce terme marketing, vous le savez aujourd'hui, c'est un sacré terme marketing. Il voulait recruter très tôt pour que le coach et le staff aient le groupe le plus tôt et que tout le monde puisse se préparer ensemble. C'est pour ça qu'ils avaient intérêt à recruter très très vite. Et il dit, au niveau du recrutement, on a réalisé ce qu'on voulait faire. Pareil, nous on a décrié cette construction d'effectifs qu'on trouvait déséquilibrée, puisqu'il y a eu des arrivées, mais il y a eu aussi des départs, mais trop peu. Et ça, il en parle un petit peu. Il dit, en matière de construction d'effectifs, ce qu'on souhaitait faire sur cette partie-là, elle est très positive et on a fait ça avant une quelconque vente de joueurs ou que M. Textor soit arrivé. Donc, on a pris des risques par rapport à ça. Pour juger un bon recrutement, c'est à la fin que ça se décide en fonction du résultat. Donc, en gros, il dit, on verra si on s'est trompé ou pas à la fin de la saison selon le classement. Donc, il y a eu la prolongation de Maxence Cacré, l'arrivée de Lacazette et de Tolisso, plutôt le retour, la signature de Tagliafico qui a apporté du leadership, l'arrivée d'une jeune pousse, Le Penant qui est promis un grand avenir, prolongation d'Anthony Lopez, Ryan Cherki. Donc Monsieur Ponceau est fortement content de tout ça. Il dit la seule chose un petit peu moins positive, et effectivement c'est le cas, il le dit, le moins positif c'est qu'il fallait réduire l'effectif, chose qui n'a pas été faite complètement. Il dit sur certains joueurs, on était en recherche de portes de sortie, mais on n'a pas trouvé. Moi, je le crois. Je pense qu'ils ont essayé de trouver des portes de sortie, mais ce n'était pas possible. Il parle du cas Oussem Aouar. Il dit ça ne s'est pas fait pour diverses raisons parce qu'il y a eu des candidats. Alors, tantôt, c'était eux qui n'étaient pas d'accord, tantôt, c'était lui. Et au final, on se retrouve avec un Oussem Aouar sur les bras et on est presque en train de lui proposer une prolongation de contrat de 2 ans. On marche sur la tête pour un joueur qui a été, je vais dire, depuis le Final 8, qui a été extrêmement médiocre, des performances en dents de scie, un physique qui est en train de tirer, tout simplement, qui est en train d'être un petit peu en difficulté. Donc, je trouve ça très surprenant. Et puis, il dit, pour les autres joueurs, il ne voulait pas partir et on n'a pas trouvé de notre côté. Donc, voilà, vous voyez, donc la soupe est bonne, on préfère garder notre salaire et puis rester dans le confort. Donc, c'est la vérité, il l'a dit. Il le dit, il ne voulait pas partir. Il y a le cas très intéressant et important puisqu'il a été nombreusement débattu, ce cas de Lucas Paqueta. Lucas Paqueta, on l'a dit, il y a eu beaucoup de bruit sur les réseaux, sur cette chaîne notamment, en disant que le fait de le vendre, c'était un mauvais signe en montrant que le club n'était pas ambitieux et que nous l'avions laissé partir sciemment alors qu'il voulait rester. Ça, c'est ce que dit notamment Antoine des Éditos. Il dit qu'en gros, Paqueta, il voulait rester. Sauf que moi, j'avais, le flair que Lucas Paqueta ne voulait pas rester, comme Bruno Guimaraes, et qu'il avait envie d'aller voir ailleurs, et notamment en Première Ligue, et avoir un gros club, ce qu'il n'a pas eu. Là, c'est intéressant ce que dit Vincent Ponceau. Il dit, nous, ce qui nous intéresse, et ça avait été dit déjà à l'époque Juninho, c'est d'avoir des joueurs impliqués dans le projet olympique lyonnais. Il dit, mais sa position a toujours été très claire. Il souhaitait partir. On a recruté en anticipant ce départ. Il dit, il a été très clair et sa position n'a jamais changé, même avec l'arrivée de John Textor.
Et il redit plus tard, il dit, écoutez, il n'y a jamais un transfert qui se fait où on force un joueur à partir et aller dans un club. Moi, je suis d'accord avec lui. Je pense que Lucas Paqueta ne voulait plus rester à l'Olympique Lyonnais. Donc, c'est bien beau de mettre des cœurs rouges et bleus sur les réseaux sociaux. Pareil pour Bruno Guimaraes, et j'aime l'OL, et on a une belle histoire. En fait, c'est que du flan, les amis, c'est que de la com. Les joueurs sont la plupart du temps des mercenaires. Alors là, il donne l'exemple contraire avec Malo Gusto, Maxence Cacré et Castello Luqueba qui ont été l'objet d'offres. Mais eux, par contre, comme ils sont un petit peu des joueurs du centre de formation, ils ont le blason OL comme ça au cœur et donc ils ne voulaient pas partir. Bon, moi j'y crois moyennement parce que je pense que s'il y avait eu des énormes offres pour Malo Gusto, Maxence Cacré et Luqueba, ils seraient partis parce que, on l'a dit déjà, là, il y a eu l'embrouille autour de Textor, savoir si oui ou non il va avoir les fonds nécessaires au 30 septembre. Mais l'OL doit absolument rembourser une dette Covid. Et évidemment, ça passe par des ventes. Donc, tout l'effectif était à vendre si on proposait un prix décent. Voilà. Donc, il le dit, hein, il avait jugé intransférable Maxence Cacré, car c'était fondamental. Lucas Paqueta... Quand Lucas Paqueta, un joueur, exprime fortement son envie de partir et qu'il le fait suffisamment tôt pour qu'on puisse anticiper, je reviens à l'adhésion du projet. Voilà. Donc là, c'est en gros, Paqueta, il n'était plus du tout dans le projet. Alors je me demande pourquoi on l'a fait jouer les premiers matchs de la saison. Ça encore, c'est une grande question. Si on sait qu'il veut partir, on le met de côté. Alors bien sûr, on veut maximiser le fait que tant qu'il est chez nous, il joue, il nous fait gagner des points. Mais bon, moi, c'est encore un délire. Ça, je comprends pas. Il dit on voulait absolument des joueurs investis dans le projet. Quand on n'a pas senti ça chez lui, on a pris les alternatives. Voilà. Lucas voulait absolument aller en première ligue, mais on n'était pas obligé de vendre, donc on lui a posé plusieurs fois la question. Ça, pour le coup, je pense que c'est un petit peu un mensonge. Il continue, il dit « Pour nous, le plus important, c'est le comportement dans le groupe, parce que l'objectif numéro 1 est qu'on veut performer à nouveau. L'objectif sportif est primordial par rapport aux aspects économiques des prolongations. » Bon, il faudrait qu'il se mette un petit peu d'accord avec Bruno Chéroux, parce que ça n'a pas l'air d'être exactement la même ligne. C'est pas exactement ce que disait Bruno Chéroux à une époque. Il parle aussi de Jérôme Boateng. Là aussi, lui aussi, énorme salaire à l'Olympique Lyonnais. On a cherché à le faire partir. On ne savait même pas d'ailleurs s'il était blessé ou ailleurs. On l'a vu en Allemagne se faire couper les cheveux, un petit peu à droite à gauche, vivant sa vie de rockstar. Et là, très étonnamment, Vincent Ponceau nous dit, pour l'instant, il est exemplaire dans son comportement et son professionnalisme. Ouais. Alors, tous les sujets sont évoqués dans l'interview, c'est pour ça que je vous la mets en mode chronologique. Il parle de Thiago Mendes aussi. Alors, Thiago Mendes, on en fait en ce moment des caisses à juste titre parce que voilà, il a été prolongé en tant que défenseur central et les matchs de Lorient et de Monaco n'ont pas du tout rassuré. Et là, il dit quelque chose qui est important. Il se réfugie un petit peu derrière une décision de recrutement collégial pour Thiago Mendes. Il dit c'est une décision collective qui a été prise par le coach, en étayant ses arguments, comme il l'a fait en conférence de presse, et il estimait que Thiago Mendes pouvait jouer à ce poste, donc un poste où une défense qui joue avec du marquage préventif, eh bien c'était la norme un petit peu. Il dit, il répondait aux critères de l'entraîneur, c'était une option acceptable, en plus il a une polyvalence. Donc en gros, il se cache derrière ce que voulait Bosch, mais en gros ce qu'il dit, et moi je pense que c'est vrai, c'est que Peter Bosch s'est dit, ah oui, Thiago Mendes, je peux vous dire qu'il joue à se poser des défenseurs centrales et qu'il sera, il sera vraiment bon. Donc, en gros, il dit à Peter Bosch, mec, nous on a validé ce que tu as dit parce qu'on te fait confiance, mais il faut que tu l'assumes aussi maintenant. C'est un peu ça qu'il dit. Pareil, Sinali Diomandé, alors là, ça c'était trop le truc, quand on a vu qu'il ne jouait pas en ce début de saison, il était blessé quasiment toute la saison dernière, on s'est dit, mais pourquoi il ne le fait pas jouer? Pourquoi? Parce qu'il y a Thiago Mendes qui est complètement mauvais, pourquoi pas Sinali Diomandé? Et puis on l'a annoncé sur le départ, et puis finalement, dernier jour du mercato, il décide de ne pas aller à Rennes et de rester à l'OL en mettant un cœur rouge et bleu encore sur ses réseaux sociaux, en disant qu'il ne nous quitterait pas. Et là, tout le monde a dit « Ah, il a l'OL dans le cœur, etc. » Arrêtez, c'est de la com aussi. C'est de la com. Arrêtez de penser que Sinali Diomandé, il aime le club comme ça, comme si c'était sa deuxième famille. C'est faux, c'est faux.
Il dit quelque chose qui est très vrai, je pense. Vincent Ponceau, il dit on a ouvert la porte à la demande du joueur. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, le joueur voulait partir. Peut-être qu'il n'avait pas cette garantie de Peter Bosz. Ok. Il dit il s'est rétracté in fine. S'il avait été au bout de son souhait, comme il a eu pas mal de sollicitations, et par rapport au nombre de défenseurs centraux, on aurait accepté. Donc on pensait que Sinali Dionewandé n'était pas vraiment partie prenante du projet et qu'il n'était pas une vraie valeur ajoutée. Donc, à voir s'il jouera, mais je crois que personne n'est vraiment convaincu de Sinali Dionewandé au club. Alors aussi, il y a ce sujet très intéressant de la cellule de recrutement. Il dit, pour moi, par rapport aux objectifs qui lui étaient donnés, à cette cellule de recrutement, elle a fait un bon travail. On voulait changer l'état d'esprit, on voulait plus de leadership, donc la cellule a rempli sa mission. On a 4 scouts avec des périmètres et des profils très différents qui font vraiment un vrai travail collectif. Il dit entre la data, en gros c'est Y-Scout, ce logiciel, et 5 recruteurs, on estime que ça fonctionne, même si ça peut être amélioré. Voilà. Donc en gros, quand on dit qu'on n'est pas au niveau des recruteurs d'autres clubs, là, Vincent Ponceau dit la même chose que Jean-Michel Aulas, à savoir que on a une cellule de recrutement qui est tout à fait bonne pour le haut niveau. Donc, écoutez, on lui pose la question du latéral droit. Je vous dis, aucune question n'est éludée. Avec l'arrivée de Koumbedi, il dit, on a fait le choix, car on croit en Malo, de le conforter et de ne pas générer cette éventuelle concurrence difficile. Alors ça, c'est bien la première fois que j'entends ça. C'est-à-dire qu'en gros, on a fait un all-in sur Malo. Je pense que Malo Gusto, il a de sacrés appuis au club, il a fait un sacré lobbying pour qu'on ne lui mette pas dans les pattes une concurrence dite difficile. Sauf que le revers de la médaille, c'est qu'aujourd'hui, vous avez bien vu, les dernières performances, que ce soit Auxerre, que ce soit Lorient, que ce soit Monaco, il a eu des critiques publiques de la part du coach et dont une extrêmement dure de la part de Rémi Vercoute sur la chaîne du club. Donc, est-ce que c'est si bon que ça pour Malo Gusto de ne pas avoir de concurrent ? Je vous laisse vous faire une idée. Il dit que c'est un choix stratégique. Bon, on verra bien. Alors là, on en vient au sujet Peter Bosz. C'est très intéressant. Il dit les critiques, on les entend. On peut les comprendre. Il dit par contre, nous, on est dans une démarche de moyen terme. Moyen-long terme, pardon. On a un objectif qui est clair. On a terminé un cycle de 3 ans. On réengage un nouveau cycle et on veut que ce nouveau cycle soit beaucoup plus performant. Donc là, il dit un mot qui n'est plus tabou. Il veut une exigence de résultat. Pas de manière, de résultat. Ça, c'est intéressant. Il dit on a changé l'effectif, l'état d'esprit, il le redit. On a changé en accord avec lui plein de choses. On estime qu'il y a tout aujourd'hui pour performer et donc on attend des résultats. Donc en gros, on lui a dit mon pépère, on t'a fait confiance. On a pris les joueurs que tu voulais, on a changé les choses, etc. Tu as tout aujourd'hui en main pour faire quelque chose. Donc maintenant, plus d'excuses, tu dois avoir des résultats. Il dit, on a fixé des objectifs à Peter. On veut retourner sur le podium. Ça, c'est l'objectif. On attend des résultats de manière plus rapide que d'attendre la fin de saison. Résultat, au moins 4 fois déjà, vous avez entendu. Peter a des objectifs à remplir fixés à la trêve Coupe du Monde, à la 15e journée. Donc je pense que c'est par rapport au nombre de points. Il en a à la 10e journée qui existe depuis le départ avec des temps de passage. Donc il y aura des temps de passage probablement déjà à la trêve. On pourrait y revenir avec Understat notamment. Je vous l'ai donné des points de passage finalement dans les statistiques avancées qui sont pas trop mal. Je vous avais fait déjà une vidéo il y a quelques mois pour vous dire ça. Donc on sous-performe. Il dit... voilà. Nous resterons, donc ces objectifs resteront entre Peter et nous. L'exigence, on l'a vis-à-vis de lui et il a cette même exigence vis-à-vis de lui-même. Il a tout à fait conscience de cette situation et qu'on n'attendra pas le mois de février, le mois de mars. Ça, c'est réellement un coup de pression. On croit en Peter et son staff car un entraîneur ne fait pas tout seul. On est convaincu que le staff tel qu'il est constitué peut remplir ses objectifs. Une chose est sûre, ce n'est pas comme la saison dernière. Il y aura des temps de passage intermédiaires, il n'est pas le seul concerné. Qui sont les autres concernés? Est-ce qu'il parle pas de lui-même? Est-ce qu'il parle aussi de Bruno Chéroux? Est-ce qu'il parle de Cassapa, de membres du staff? Attention, si il y a
licenciement de Peter Bosz, ça pourrait aussi faire un effet domino. Et certains devront prendre leurs responsabilités, c'est ce qu'il est en train de dire. On a fait les efforts pour avoir un effectif de qualité, donc le collectif de joueurs doit avoir plus de résultats qu'il n'obtient aujourd'hui. Donc pression aussi sur le collectif de joueurs. On attend plus de résultats de tout le monde. Aujourd'hui, on s'en fout de la manière de jouer. Il dit, je le répète, Peter aura par contre des temps de passage plus courts. C'est quand même fou. Il dit, le problème est comptable. C'est encore le résultat à les points, les amis. Et moi, je suis complètement d'accord. Il en posait souvent la question, c'est quoi un bon entraîneur? Il dit, c'est quelqu'un qui a des résultats. C'est la première chose. Et qui fait bien jouer son équipe. Deuxième chose, qui s'intègre dans un projet de club et fait progresser. Il dit, en gros, Peter, il répond incontestablement aux deux derniers critères. Par contre, il est intégré donc au projet du club. Il fait progresser les joueurs. Les jeunes du centre de formation montent comme Malo, Castello, Bradley. Et sur les deux autres critères, il a une philosophie qui doit nous permettre de bien jouer et il faut des résultats. 6e fois qu'il le dit au moins. Résultats, 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 résultats. Donc, ces deux éléments, on attend plus de Peter. Mais pour nous, il peut répondre à ces 4 critères. Il dit, on pourra même y aller au-delà de 2023. Mais avant tout, il dit, mais je le répète, il faut des résultats. 7e ou 8e fois. Vraiment, si on ne l'a pas compris, entendu, c'est pas la manière de jouer. C'est des résultats. L'objectif final, c'est dans les 3 premiers. La constance aussi doit être réglée. Il dit, pour être performant, il faut être constant. Ce qu'on n'est pas aujourd'hui. Quand on lui demande les leviers psychologiques qu'on a à mettre en place avant le PSG, il dit non, ce n'est pas nécessaire. Bon, ça aussi, pas d'aide psychologique à l'OL. Il dit toutes les... Ah oui, alors ça aussi, c'est un autre sujet, c'est les ressources du stade, etc. Quand on dit... l'OL investit plus dans le béton que dans son équipe professionnelle. Il dit, ah bah non, toutes les ressources qu'on développe sont au profit du football avec un spectre un peu plus large que la simple équipe pro masculine. Bon. Il dit, l'objectif depuis l'arrivée du Groupama, c'est de développer nos recettes pour se rapprocher des plus grands clubs européens. Il dit, développer nos recettes en les autofinançant, c'est la propre richesse qu'on crée. Mais c'est un modèle sain pour l'entité. OL, on verra ce que M. Textor a en tête, donc personne ne sait, lui-même directeur du football, il ne sait pas ce qu'il a en tête. Alors ça, c'est bizarre. On a un mec qui va racheter le club, mais on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Ça, c'est très bon. Mais son arrivée, je l'espère, nous apportera des leviers supplémentaires. Ce qu'il a apprécié, M. Textor, c'est ce modèle-là aussi, la future salle de spectacle. Et là, il finit, et ça, c'est pour nous, les amis. Il dit, je peux comprendre l'impatience des supporters, mais je pense qu'ils peuvent être fiers d'avoir un club comme ça, qui est amené à durer, qui n'est pas construit sur quelque chose qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Ceci dit, le modèle qu'on a construit, les ressources que l'on a, doivent nous amener à avoir plus de résultats. 9e ou 10e fois, les amis, de résultats. Ils ont raison d'être critiques, les supporters, parce qu'on doit avoir plus de résultats. 10e fois. Sur les 3 dernières années. Écoutez, moi, c'est une interview où j'ai été très long, je suis désolé. Mais cette interview, elle était non seulement intéressante, elle était vraie, pleine de sincérité. Il y a des choses, bien sûr, que je trouve un petit peu gros. Mais en tout cas, ce que vous devez bien retenir, c'est que Peter Bosz est réellement sous pression. Et qu'on s'en fout de la manière de jouer. Aujourd'hui, on veut des résultats, peu importe. Et là, finalement, c'est un message que lui avaient déjà adressé ses anciens employeurs, c'est-à-dire le Bayer Leverkusen et Dortmund. En gros, on te prend de 4 yeux, on dit, mec, on s'en fout de ton espèce de marquage préventif, ton je presse haut, je fais du football attractif, offensif, on s'en fout. Maintenant, tu changes l'état d'esprit, tu changes l'équipe, tu changes ta façon de jouer. On veut des résultats, mon pote. Et si tu n'en as pas... Voilà, les gars, ce que je pouvais vous dire. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'interview de Vincent Ponceau et de tous les points évoqués. Je lis tous vos commentaires. Merci en tout cas. Des pouces, un abonnement, ça fait toujours plaisir. À très, très vite. Ciao.